Voilà, bonsoir. Vous savez qu'il y a toujours le quart d'heure boulonnais. Bah oui, ça existe. Bonsoir Christophe Sirugue, vous allez bien ? Bonsoir, oui, très bien. Bon, alors cette soirée, c'est une soirée, on va dire, innovante, mais innovante sur l'innovation. On va avoir plusieurs catégories qu'on va présenter ce soir. Quelques mots sur cet accueil pour cette innovation. Tout d'abord, vous saluer toutes et tous, vous dire que c'est forcément pour Nausicaa un très grand plaisir que de permettre et de participer à des initiatives comme celle qui nous rassemble ce soir. Je voudrais ne pas démarrer ce propos sans oublier d'excuser, puisqu'il vient de le faire, Frédéric Cuvillier et puis Olivier Delbecq. Il se trouve que l'actualité, malheureusement, les oblige à être sur le terrain, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Et comme nous organisons avec Boulogne Développement cette soirée, il est bien légitime que je puisse présenter leurs excuses. Au-delà de ça, je pense que Nausicaa est dans son rôle lorsqu'au travers, bien évidemment, de l'action du Blue Living Lab, puisque c'est surtout le Blue Living Lab de Nausicaa qui intervient sur ce soutien à l'innovation, ce soutien à des porteurs de projets. Mais je crois qu'on est finalement dans notre rôle, qui n'est pas, on a l'habitude de le dire, simplement d'être un aquarium, mais si on est très fiers d'être un aquarium, on est aussi un acteur du monde maritime, et un acteur doit pouvoir jouer plusieurs éléments, et en l'occurrence, ce soir, comme le Blue Living Lab le fait tous les jours, une action en direction du monde de l'innovation. Écoutez, monsieur Sirugue, je vous remercie de cette intervention, de cette introduction incroyable. On peut l'applaudir, merci. Merci. Alors, vous savez que dans l'innovation, on parle beaucoup des algues. Alors aujourd'hui, bien sûr que ces algues, on entend parler partout. On va se nourrir demain d'algues, on en mange déjà, on en trouve un peu partout. Mais là, ce soir, on va inviter Biotheos avec, dans la catégorie hygiène, Romain Denain de nous rejoindre. Venez, Romain. Ah, mais il est là, il s'est caché, il était de l'autre côté. Bonsoir Romain, vous allez bien ? Bonsoir. Alors, bien. Vous allez nous parler justement d'un nouveau système que vous avez développé, un purificateur d'air intérieur, que vous avez déjà testé. Je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est vrai qu'ici, alors ce n'est pas des lampes de chevet, hein. C'est pas du tout ça. Hein. Ce sont des purificateurs que vous avez. Vous allez pouvoir les approcher tout à l'heure à la fin de cette conférence. Vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Je pense qu'on va justement avoir des explications un peu plus profondes de votre entreprise, mais également de ce pari avec des micro-algues que vous avez, que vous produisez et que vous purifiez l'air. C'est à vous. Alors attention, un challenge pour tous les intervenants. Vous n'avez que 7 minutes. Allez, on a lancé un challenge, 7 minutes pour présenter une innovation. C'est à vous, à tout de suite. Merci beaucoup, merci à tous d'être là, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Donc, je m'appelle Romain, je suis cofondateur de Biotheos et je vais vous présenter aujourd'hui le premier purificateur d'air biologique au monde qui a été installé dans un métro. Mais avant cela, je vais vous parler de deux problèmes qui sont que, c'est des mauvaises nouvelles forcément, que d'un côté, vous avez les décès liés à la pollution de l'air qui vont augmenter de 1,5, qui vont être 1,5 fois plus importants qu'aujourd'hui, d'ici 2050. Aujourd'hui, c'est 48 000 décès prématurés en France, c'est 9 millions de personnes dans le monde. Ça correspond, pour vous donner une petite idée, c'est comme si la ville de Lille tout entière disparaissait tous les 3 mois. C'est assez impressionnant. Et en plus, la deuxième problématique, c'est que d'ici 2050, on aura 2 milliards de personnes en plus sur Terre, et on ne sait toujours pas comment les nourrir. Face à ce constat, j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est pas encore 2050. C'est pas encore 2050, et chez Biotheos, on est persuadé qu'il est encore temps de trouver des solutions grâce à la nature. Grâce à la nature, grâce à des algues microscopiques qui sont capables en fait d'utiliser certains polluants atmosphériques pour se développer. Ces microalgues, en plus, ont l'avantage par rapport à des arbres d'être 4 fois plus efficaces en termes de photosynthèse pour capter du CO2. On vous dit souvent que l'Amazonie, c'est le poumon de la planète, mais c'est entièrement faux. Le vrai poumon de la planète, il est ici, derrière vous, c'est les océans. Les océans où vous retrouvez en fait toutes ces algues qui vous permettent de respirer l'air que vous respirez aujourd'hui, l'oxygène que vous respirez aujourd'hui. Et ces microalgues, en plus de ça, elles ont l'avantage d'être composées à 57% en protéines. Donc ce qu'on a fait avec ces algues, c'est qu'on a développé une technologie brevetée, un photobioréacteur. C'est ni plus ni moins en fait qu'un réacteur dans lequel on a des algues microscopiques qu'on développe et qui permettent d'améliorer la qualité de l'air, mais également d'améliorer les eaux usées. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu tester cette technologie en l'installant dans un métro. On l'a installé dans le métro de Lille en mars 2022 pour prouver l'efficacité de cette solution.
Vous avez ici la maquette échelle réduite. Il faut vous imaginer que c'est une colonne qui fait 2,30 m de haut, 80 cm de large, qui permet donc d'améliorer la qualité de l'air dans des stations de métro. On est d'ailleurs aujourd'hui sur le développement de ce produit en train de négocier pour aller plus loin et faire pas ça qu'en France, mais plutôt faire ça également dans le monde entier. Ensuite, quand on a fait ça, on a été contacté par des entreprises qui nous ont dit bon bah super, on peut faire ça dans les métros, mais pourquoi pas dans les espaces intérieurs plus classiques, comme les espaces comme les bureaux, les open space, les cafétérias, où la pollution de l'air est également présente. Et donc c'est pourquoi nous avons développé le second produit de la gamme Oxylon, Oxylon S. Comme vous pouvez le voir donc ici en échelle réduite, encore une fois, ce produit fait 1,60 m de haut, 58 cm d'emprise au sol. Et il a exactement les mêmes propriétés que son grand frère dans le métro, mais cette fois-ci adapté pour des espaces plus petits. Vous l'aurez donc compris, nous avons donc deux types de produits pour deux types de clientèle. Un produit plutôt pour des espaces tertiaires comme des bureaux, des entreprises privées notamment, et un autre pour des lieux un peu plus occupés, comme les métros. Également dans l'industriel. Dans l'industrie, on essaie de travailler aujourd'hui avec Airbus notamment pour mettre ça en place sur leur ligne de production, pour améliorer la qualité de l'air dans ces espaces qui sont trop pollués. Et comme chez Bioteos, notre ambition ne s'arrête pas uniquement au simple fait de purifier votre air, mais je vous le disais tout à l'heure, le problème de demain, c'est également l'alimentation. Eh bien, on est en train de développer aujourd'hui, d'adapter notre technologie pour créer la protéine du monde de demain, à partir de microalgues. C'est-à-dire que nous travaillons aujourd'hui avec la brasserie du Pays Flamand, que vous connaissez sûrement plutôt sous le nom d'Anosteke. C'est une bière que vous consommez probablement, peut-être, je ne sais pas. Mais donc, aujourd'hui, on travaille avec cet acteur pour retraiter leurs eaux usées, car il faut savoir que pour 1 litre de bière produite, vous avez 3 litres d'effluents. 3 litres d'effluents avec des nutriments à l'intérieur, avec une eau en fait, qui est polluée et qui est juste aujourd'hui redéversée pour aller en station d'épuration. Nous, avec les microalgues, on peut justement revaloriser cette pollution, on peut la revaloriser sous forme de microalgues qui sera revalorisée ensuite en tant que protéine pour le monde de demain. Maintenant, Bioteos en particulier, qu'est-ce qu'on fait chez Bioteos ? On fait de la culture de microalgues, c'est-à-dire qu'on cultive les microalgues directement dans nos locaux. On est une partie laboratoire où on cultive ces microalgues, on leur donne des nutriments pour qu'elles se développent. Ensuite, on a la partie maintenance, bien évidemment, on doit on va dire qu'on va prendre soin de nos modules qui sont installés chez nos clients. Et enfin, on a la partie du recyclage, c'est-à-dire de revaloriser ces microalgues. Les microalgues qu'on a dans nos modules, justement, pour purifier l'air, on les revalorise aujourd'hui en tant que biostimulants pour l'agriculture. Les microalgues qu'on produit dans les eaux usées, on les revalorise en tant qu'aliments. Et donc, on est vraiment, en fait, on essaye vraiment d'avoir cette économie circulaire autour du carbone, autour des algues. Aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes, convaincus qu'il est encore temps de changer les choses. Alors, si vous aussi vous êtes convaincus, j'ai 2 choses à vous dire. On est en pleine levée de fonds, donc si jamais vous êtes intéressé pour investir dans une boîte qui est en plein développement. Et également, on installe ça aujourd'hui, on installe ce produit dans des bureaux, dans des open space, dans des cafétérias. On est d'ailleurs en pleine négociation avec Nausicaa pour installer ça ici. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous avez des bureaux à équiper, on peut en parler avec plaisir. Merci. Merci Romain, merci beaucoup. Je pense que tout à l'heure à la table ronde, il y aura sûrement des questions qu'on vous posera. C'est vrai que c'était très intéressant comme sujet. Et puis on pourra découvrir justement ces machines, vous pouvez les laisser là. Hein. Oui, vous pouvez les laisser. Et maintenant, vous savez que l'homme a toujours voulu transformer le plomb en or. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein. Les alchimistes ont essayé, etc. Mais là, c'est pas du plomb qu'on va parler. On va recevoir Osmoson qui va nous parler justement d'une technologie. On va accueillir tout de suite Maxime Thérillon. Bonsoir Maxime, je vais vous donner un micro. Voilà. Donc Maxime, c'est vrai, venez là, parce que ça y est. Alors, vous avez créé une entreprise, vous n'êtes pas tout seul, mais de transformer l'eau salée en eau douce, mais pas n'importe comment. Alors, je vais vous laisser la parole, et vous avez, bien sûr, comme tout à l'heure, 7 minutes pour présenter votre sujet. Merci. Bonsoir à tous, la Zapette. C'est parti. Donc, je vais vous emmener ce soir dans une zone qui a un rapport à l'océan qui est presque encore plus présent qu'ici. C'est difficile, mais c'est une zone insulaire, donc pourquoi pas.
C'est une zone tropicale, c'est le plus grand lagon de l'océan Indien, c'est un département d'outre-mer français. C'est un équilibre ancestral entre l'océan et la population. Vous l'aurez reconnu, c'est l'île de Mayotte. Mayotte, donc département français, 250 000 habitants, et un équilibre qui a été chamboulé. Récemment, ça est devenu très évident, on en a parlé jusqu'en France, à cause principalement d'un impact de ce chamboulement sur une activité, un service qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien, qui est extrêmement vulnérable et qui repose sur des services de la nature. C'est l'accès à l'eau, c'est le cycle de l'eau. On sait qu'il y a donc cette crise qui est arrivée sur Mayotte, avec en fait un impact sur les populations évidemment, mais c'est surtout une illustration de chamboulement qu'on découvre, qu'on constate dans d'autres contextes. Comme ici, on a vu la fragilité du cycle de l'eau encore récemment avec des précipitations absolument exceptionnelles, et donc on le voit sur beaucoup de zones avec un front de sécheresse qui remonte progressivement des tropiques vers la métropole. Et ce, en fait, à partir de deux constats qui sont particulièrement flagrants sur l'île de Mayotte, et c'est pour ça que je voulais les illustrer avec vous. C'est d'une part cette relation à la nature, au service des écosystèmes, aux précipitations qui sont changeantes, qui sont parfois très puissantes, très impactantes, beaucoup plus importantes qu'elles étaient par le passé, avec une alternance de périodes de sécheresse parfois pluriannuelles. Et donc c'est ce qu'on a eu sur l'approvisionnement en eau, en fait, largement chamboulé, largement réduit à cause de sécheresses pluriannuelles. Et d'autre part, on a la population qui s'accroît, peut-être plus qu'ailleurs, pour un certain nombre de raisons dont on ne couvrira pas ici ce soir. Mais on a aussi un niveau de vie qui augmente. On est en train de réhabiliter des bidonvilles en lotissement, donc forcément on a un niveau de consommation par personne qui augmente également. On est pris dans cet effet de ciseau, entre d'une part des ressources limitées et un besoin qui est croissant. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on fait finalement aujourd'hui? D'abord, qu'est-ce que c'est l'approvisionnement en eau sur Mayotte? C'est avant tout, ce que vous voyez sur les photos, c'est des réservoirs, des retenues collinaires. Et c'est 100% de l'eau sur l'île qui provient de 2 retenues collinaires, qui sont aujourd'hui à un niveau de remplissage qui est inférieur à 10%. Les précipitations sont espérées pour décembre. On est sur les fonds de réservoir, donc forcément l'eau qui arrive au robinet, elle va être marron, elle va pas forcément être parfaitement potable. Et on a le préfet qui a même régulé le prix de l'eau en bouteille. Parce qu'on est sur des situations catastrophiques où on n'a plus qu'à de l'eau en bouteille à boire. Et on a de l'eau 1 jour sur 3 au robinet, qui n'est en plus pas potable. Voilà, c'est un département français, c'est pour illustrer simplement la situation de crise dans laquelle on se retrouve. Et en fait, l'incapacité à la fois de la puissance publique, de l'État français et des différents services et agences de l'État à trouver une solution. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On est sur, évidemment, cet équilibre ancestral dont je parlais et un besoin de combiner le développement et le niveau de vie avec un accès à l'eau qui est un droit, hein, finalement, pour tout un chacun, et en même temps assurer une pérennité de la survie de l'écosystème. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont explorées. Il y avait d'abord construire une 3e retenue collinaire. Cette 3e retenue collinaire, face à l'incertitude sur les précipitations, on peut en faire beaucoup de réservoirs. S'il ne pleut pas pour les remplir, ils ne servent à rien. Ensuite, il y avait réparer les réseaux. Il y a des fuites, il y a beaucoup de fuites dans les réseaux, donc forcément, si l'eau qu'on met dans le réseau, si on évite de la perdre, on a un meilleur usage optimum de l'eau qui est présente, qui est disponible. On avait réutilisé les eaux usées, de dire peut-être qu'on peut faire du retraitement pour de l'irrigation, pour différents usages qui ne soient pas de l'eau potable. Donc tout ça, c'est des pistes qui sont explorées, avec en plus la recherche de nappes plus profonde que ce qu'il y avait précédemment dans les nappes phréatiques pour accéder à l'eau dans l'île, mais il y a toujours cette pénurie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on se tourne face à l'écosystème qu'on a de présent dans une île, et on se tourne vers l'océan. On se dit, d'accord, on peut certainement, c'est une solution technologique qui fonctionne, utiliser l'océan pour produire de l'eau potable. C'est une solution qui est parfaitement mature, qui existe depuis une 50aine d'années, d'abord dans les pays du Moyen-Orient, et ensuite qui s'est répartie progressivement dans des zones où il y avait des déficits, de la même manière que ce que je viens de décrire sur Mayotte. Le problème, c'est que cette solution du dessalement, elle n'est pas parfaite. Elle permet de répondre à ce besoin, à cette crise, mais
malheureusement, il va y avoir une consommation énergétique qui potentiellement peut être importante et des rejets de cette... En fait, si on prélève une quantité d'eau douce de l'eau de mer, il restera de l'eau encore plus salée. Donc on a ce rejet d'eau encore plus salée, de concentrat, dont il faut effectivement se débarrasser dans un lagon qui est un parc naturel. Donc comment est-ce qu'on fait dans ce cas précis ? Il n'y a pas de solution miracle et le cas de Mayotte est particulièrement pertinent. Encore une fois, l'énergie, c'est un supertanker de Total livré toutes les semaines au port de Longoni. Donc finalement, c'est transformer le pétrole en eau si on veut dessaler directement. Et c'est face à ça qu'Osmosun, notre entreprise, avons développé une solution de dessalement solaire qui repose sur donc, ces technologies matures qui sont le système de dessalement par osmose inverse, d'inspiration de la nature aussi, l'effet d'osmose qu'on inverse pour produire de l'eau potable. Et l'association qui n'avait jamais été fait auparavant, il y avait une incompatibilité technique avec le solaire photovoltaïque, qui est aujourd'hui la source d'énergie à la fois décarbonée et à la fois la source d'énergie parmi toutes les ressources énergétiques existantes aujourd'hui, la plus compétitive, la moins chère. C'est cette association qu'on a mis en place, par exemple ici, comme on le voit sur l'Afrique du Sud, et qui répondent d'une part à la consommation énergétique. On utilise de l'énergie renouvelable, on a un système qui est optimisé en termes de consommation avec des niveaux de consommation qui sont parmi les plus bas du secteur, et en plus de ça, lorsque évidemment le soleil ne fonctionne pas 24 heures sur 24, on est en plus raccordé au réseau, on va apporter un service électrique pour optimiser l'intégration d'énergie renouvelable s'il y a des énergies éoliennes ou d'autres ressources énergie renouvelables, biomasse, etc. Sur le sujet des rejets, c'est un sujet qui est très complexe et sur lequel on a mis en place un certain nombre de mesures qui permettent en fait de lever les problématiques que ça posait. Et c'est un système qui a été approuvé notamment par les services de l'État, donc la DREAL en Occitanie, sur un système qu'on a installé il y a quelques mois. Et c'est donc, premièrement, d'avoir un taux de conversion le plus bas possible. C'est-à-dire qu'à partir d'une quantité d'eau de mer donnée qu'on va prélever, on va retirer une quantité d'eau douce assez limitée pour permettre d'avoir un concentrat, donc qui va concentrer les sels, qui va avoir une salinité qui est considérée comme acceptable au vu des normes existantes. Ensuite, la deuxième chose, c'est des systèmes de diffusion. C'est-à-dire d'avoir en fait une étude de courantologie qui permet de déterminer à quel endroit on va pouvoir diffuser ce concentrat de manière à ce qu'il soit dispersé et éviter un effet de concentration dans un endroit donné et qui va démultiplier ses impacts. Et le troisième point, c'est un système de dilution, c'est-à-dire qu'on va pomper d'autant plus d'eau de mer pour aller diluer ce concentrat et en faire baisser la salinité. Donc voilà, tous ces systèmes qui ont été approuvés, qui fait qu'aujourd'hui on a plus d'une soixantaine de systèmes implantés dans le monde entier, sur des petites capacités qui sont sur de l'hydraulique villageoise, sur de l'eau souterraine salée en Afrique, jusqu'à des systèmes qui font plusieurs milliers de mètres cubes par jour pour des grandes collectivités sur la côte, dans la zone Caraïbe ou Pacifique par exemple. Pourquoi c'est important ? On voit aujourd'hui que le front de la soif donc remonte, comme je le disais, jusqu'à un point, on a des discussions avec différentes collectivités, typiquement jusque en Normandie, de la collectivité de Caen, où ils constatent qu'il y a des ressources en eau qui sont limitées, qui deviennent problématiques, et donc il y a des interrogations qui sont menées. Et typiquement, même aller être jusqu'à inscrit sur des schémas d'investissement pluriannuels du côté du Royaume-Uni. Donc on voit que ça va devenir important, et on voit qu'il y a une considération pour faire du dessalement, d'accord, lorsque c'est pertinent face à des problématiques de déficit qui ne peuvent pas être résolues avec d'autres solutions. Et enfin, sur des meilleures pratiques du secteur qui existent et qu'on essaie systématiquement de mettre en place, qu'on cherche continuellement aussi à améliorer avec nos services de recherche et développement pour en minimiser l'impact d'autant plus. Et surtout, faire progresser le secteur pour que ces normes deviennent en fait la norme du secteur, pour que ce soit quelque chose de plus vertueux que ce qui peut se faire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à disposition pour des questions. Merci Maxime Thérillon de ces explications justement sur la conversion de l'eau de mer à l'eau douce grâce au soleil. Merci. Alors maintenant, si je vous dis aussi, vous savez que l'homme s'est inspiré de la raie de torpille pour justement créer de l'électricité. Eh oui, c'est vrai. On va parler de biomimétisme, mais de biomimétisme avec la société BioCJ, avec Quentin Asnem, chef de projet spécialiste en technologie bio-inspirée chez Biogexi. Bonsoir Quentin, vous allez bien ? Alors vous allez nous parler de biomimétisme. Si on parle du cachalot, c'est vrai que l'homme s'est quand même inspiré, c'est un exemple concret, le cachalot. Si on regarde le sous-marin, le redoutable, oui, il fonctionne.
Et si on prend le sous-marin, le redoutable que l'on peut voir à Cherbourg, c'est vrai que c'est le seul sous-marin nucléaire qu'on peut visiter sur Terre, mais il a une tête comme un cachalot. Mais vous allez beaucoup plus loin sur d'autres espèces que vous allez nous présenter et comment fonctionne votre société sur la catégorie biomimétisme. C'est à vous, 7 minutes, c'est à vous. Merci. Bonsoir à tous. Je vais vous parler de biomimétisme marin, ou comment s'inspirer des êtres vivants qui peuplent nos mers et nos océans, comme ici, pour développer les technologies durables du futur. Je m'appelle Quentin Amselem, je suis ingénieur et au quotidien, je développe des technologies inspirées du vivant. Alors avant de vous donner des exemples concrets, je vais vous parler un peu de l'origine du biomimétisme et essayer de vous donner une définition. Alors finalement, l'origine du biomimétisme, c'est des animaux qu'on connaît bien, comme le chien, le meilleur ami de l'homme, qui a un odorat extrêmement développé, jusqu'à 1 million de fois plus précis que celui de l'homme. Alors c'est aussi des animaux un petit peu moins connus. J'ai regardé, il n'y en a pas dans chez Nausicaa. C'est un calamar cacatoès ou Galitotis. C'est un calamar qui vit dans les profondeurs abyssales et qui a un corps totalement transparent, qui a cette capacité de rediriger les rayons lumineux. Alors l'origine du biomimétisme, c'est aussi les végétaux, les arbres doués de photosynthèse, qui sont capables de résister à des vents extrêmement puissants, qui s'ancrent profondément dans le sol avec un système racinaire extrêmement complexe et extrêmement performant. C'est aussi des végétaux qui sont capables de survivre dans des environnements arides, réussir à trouver des nutriments là où ils le peuvent, notamment ici des aiguilles de sapin qui ont cette capacité de condenser l'eau qui est dans l'humidité de l'air, ou même des végétaux qui sont doués de sensations, de sensitivité. Ici, on a un mimosa pudique. Alors, je vous avais mis une petite vidéo en bas à gauche, on ne le voit malheureusement pas, mais le mimosa pudique est capable, a un organe sensoriel, est capable de comprendre des stimuli externes, comme par exemple un prédateur qui voudrait manger ses feuilles, et de répondre instantanément en repliant ses feuilles pour se protéger. Oui, les végétaux sont doués d'intelligence et sont doués de mémoire aussi. Alors le biomimétisme, c'est les animaux, c'est les végétaux, mais c'est aussi les insectes. On voit ici une magnifique araignée pan. C'est une véritable athlète. Elle est capable de sauter jusqu'à 150 fois la hauteur de son corps. Et elle est aussi dotée de couleurs assez fascinantes. C'est des couleurs qui ne sont pas du tout dues à des pigments sur ses poils, mais bien à des microstructures à la surface de ses poils qui vont interagir avec la lumière et nous apparaître bleu, rouge, jaune. Incroyable, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle des couleurs structurelles, non pas des couleurs pigmentaires. Alors, continuons sur les insectes. On connaît bien la mouche qui nous embête. Pour autant, elle a un organe visuel extrêmement performant, périphérique, dont bon nombre d'ingénieurs qui développent des capteurs d'images en seraient jaloux. Bref, finalement, le biomimétisme, c'est tout ça. C'est des plantes, c'est des animaux, c'est des végétaux, notamment beaucoup d'organismes marins qui ont des mécanismes biologiques extrêmement performants et qui évoluent dans des écosystèmes durables et équilibrés. On décompte environ 1,7 million d'espèces aujourd'hui sur Terre, dans les airs et dans l'eau. Environ 200 000 de mémoire, 220 000 espèces marines. C'est d'autant de brevets potentiels qu'on pourrait voir. Et finalement, c'est ça, notre mission chez Bioxégie, c'est de comprendre le vivant, c'est de comprendre le mécanisme pour développer derrière des technologies durables. Alors si on devait donner une définition du biomimétisme, pour Bioxégie, ce serait celle-là. Le biomimétisme est une approche de recherche et développement, de recherche et d'innovation qui consiste à s'inspirer des savoir-faire et de l'ingéniosité du vivant pour innover, pour développer des technologies. Alors quand je parle du savoir-faire, je parle bien entendu des mécanismes biologiques, des matériaux, des structures, des comportements aussi inter-individus, des comportements inter-espèces, bref, tous ces mécanismes biologiques qui sont passionnants, performants et aussi et surtout durables. Alors concrètement, comment on peut appliquer le biomimétisme et comment on l'applique nous au quotidien chez Bioxégie? On voit ici quelques domaines de pertinence,
purement illustratif, la liste est bien sûr non exhaustive, de domaines qui pourraient être intéressants et là où le biomimétisme est pertinent. On peut utiliser le biomimétisme pour mieux se thermoréguler, mieux se réchauffer en hiver, mieux se refroidir en été. On peut utiliser le biomimétisme pour se camoufler dans le domaine de la défense, par exemple, pour concevoir des structures légères et mécaniquement très performantes dans le domaine du lightweight design, pour le domaine comme la tribologie ou la science des frottements, dans des domaines comme la communication, l'hydrodynamique, les vibrations, l'acoustique, les capteurs aussi, bien entendu, je vous ai parlé tout à l'heure des mouches. Et aussi et surtout un domaine, là on n'attend pas forcément le biomimétisme, c'est l'algorithmie, tous ces programmes qui aujourd'hui sont omniprésents dans nos technologies, eh bien, le biomimétisme permet d'optimiser des algorithmes. Alors passons à un exemple concret. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui des baleines, et plus précisément des baleines à bosse. Donc on n'est pas sur les cachalots, comme tu disais tout à l'heure Jacques, mais bien sur des baleines à bosse. Alors les baleines à bosse sont des mammifères marins qui sont assez gigantesques, on ne pourrait pas le mettre dans cet aquarium. Certaines d'entre elles font plusieurs dizaines de mètres, plus de 14 mètres, parfois jusqu'à 30 tonnes. Et pourtant, c'est des mammifères qui se nourrissent non pas de microplancton, mais bien de petits poissons, des petits poissons qui sont beaucoup plus agiles qu'elle, vu sa taille et vu sa masse, et pour autant, elle se doit d'être autant agile. Elle va réussir ça, cette prouesse, grâce à ses nageoires. Ces nageoires ont, à la surface, sur le bord d'attaque des nageoires, elles ont des tubercules. Les tubercules, c'est ce que vous voyez sur l'image centrale, c'est ces petites formes dentelées sinusoïdales qui sont sur le bord d'attaque des nageoires et ce qui vont permettre d'avoir un meilleur écoulement de l'eau sur la nageoire et donc derrière, pour la baleine, une meilleure stabilité dans l'eau et une meilleure réactivité. Elle va ainsi pouvoir réussir à faire des virages beaucoup plus serrés et ainsi capturer ses proies. Et bien nous, chez Bioxégie, on est allé comprendre ces mécanismes biologiques-là et on est allé les appliquer sur une technologie que vous voyez tout à droite, qui est des pales de ventilateur. On a réussi à augmenter les performances de ce ventilateur et ainsi diminuer jusqu'à 15% sa consommation énergétique et même réduire les nuisances sonores qu'il avait de -3 à -6 décibels. Alors ça, c'est pour une technologie de ventilateur, mais les tubercules sont aussi appliqués à des éoliennes, à des hydroliennes. Et même d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai vu des tubercules sur un foil d'un windsurf pour améliorer ses performances hydrodynamiques. Bref, finalement, le biomimétisme est un petit peu partout, prépondérant. Et c'est notre mission chez Bioxégie. Notre rôle, c'est de faire le lien entre biologie et technologie. On travaille avec des industriels de tout domaine scientifique. Et notre quête, c'est finalement être un petit peu plus humble face à la complexité et à l'ingéniosité du vivant et de s'inspirer de ces mécanismes extrêmement performants pour développer des technologies durables et des technologies du futur. Voilà, merci à vous pour votre attention. Merci Quentin Ebsen de cette intervention sur le biomimétisme. On va se retrouver tout à l'heure justement pour la table ronde. On va parler de tourisme. Vous savez que cette année, le tourisme en France a très très bien fonctionné. Et pour nous en parler, eh bien, on va accueillir tout de suite Christophe Sirug. Alors Christophe Sirug, vous avez un peu plus de temps que les autres, monsieur le directeur. Tenez. Voilà. C'est à vous. Oui, en réfléchissant à cette soirée, je me suis dit, finalement, quand on parle d'innovation, on parle souvent d'un produit, on parle souvent d'un projet, on parle souvent, comme ça a été fait, d'une observation. Mais il y a aussi tout ce qui est l'innovation que je pourrais caractériser d'immatérielle, c'est-à-dire celle qui vous amène à intégrer des évolutions et qui vous amène presque à changer, à faire muter certaines politiques ou certaines pratiques sans que ce ne soit de l'innovation technique ou technologique comme on a pu l'entendre jusqu'ici. Et pour vous démontrer un peu cet élément-là, je me suis appuyé finalement sur Nausicaa en me disant mais Nausicaa, en quoi on participe, au-delà de ce que j'ai pu dire tout à l'heure en introduction, en quoi on participe de cette innovation? Je vais vous prendre quelques exemples et d'abord peut-être vous resituer parce que je pense que c'est important pour la démonstration ce qu'est Nausicaa aujourd'hui. Nausicaa aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires d'à peu près 30 millions d'euros. Ce sont des retombées économiques de plusieurs dizaines de millions d'euros sur le territoire. Nausicaa, ce sont 230 salariés. Et puis Nausicaa, c'est beaucoup d'achats, beaucoup de fournisseurs. Et Nausicaa, c'est enfin 900 000 visiteurs par an. Tout ça fait de nous un acteur
que l'on dit économique, du monde touristique particulièrement important. Et je crois que ça nous oblige à avoir des pratiques, ça nous oblige à avoir des approches qui utilisent l'innovation pour modifier notre fonctionnement, pour limiter notre impact sur le territoire dans lequel nous nous trouvons. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, au travers de ce qui pourrait être presque notre cœur de mission, c'est-à-dire l'accueil des animaux, dont vous avez une représentation derrière moi, mais qui sont extrêmement importants, bien sûr, à Nausicaa. Pendant des années et des années, lorsqu'on avait besoin de constituer une collection, une exposition, eh bien, on se tournait vers nos fournisseurs, et puis on faisait des commandes d'animaux prélevés dans le milieu naturel. Aujourd'hui, l'approche, elle est fondamentalement différente. Je ne dis pas que nous ne faisons plus du tout cela. Parfois, nous n'arrivons pas encore à nous substituer à cette pratique-là. Mais aujourd'hui, et je vais prendre un exemple, il se trouve qu'ils sont dans les gradins, on a travaillé avec la société Bionaméris, et je les salue tous les deux. Et Bionaméris, eh bien, eux, ils sont des acteurs de l'innovation. Et en travaillant sur des techniques qui permettent de nourrir les alevins, qui permettent de nourrir des tout petits poissons, eh bien, nous arrivons aujourd'hui avec eux, nous arrivons à assurer de la reproduction. Cette innovation-là, elle nous permet aujourd'hui, à nous comme à plein d'autres aquariums dans le monde, eh bien, de faire naître des animaux chez nous, de les faire grandir chez nous et par déduction, de ne plus avoir à les prélever dans le milieu naturel. Et on voit bien que cette approche-là est une approche qui sait utiliser l'innovation pour modifier de manière assez substantielle les habitudes qui pouvaient être les nôtres. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Notre fonctionnement. Il n'est rien de vous dire que nous sommes un gros consommateur d'énergie, très gros consommateur d'énergie, tout simplement parce que nous avons besoin à la fois de pomper l'eau, nous avons besoin de la filtrer, nous avons besoin de la chauffer dans certains cas, de la refroidir dans d'autres. Et là encore, le travail sur l'innovation, c'est de se dire, mais est-ce qu'on va continuer finalement comme ça notre fonctionnement sans jamais nous interroger sur ce que sont les innovations qui peuvent être utilisées chez nous ? Je pense à la thalassothermie, qui est justement un dispositif, une innovation qui permet d'utiliser l'eau, et elle est juste en face de chez nous, pour refroidir. Puisque chez nous, c'est peut-être surprenant, mais ce qui consomme le plus d'énergie à Nausicaa, c'est le refroidissement de l'eau. Et donc, encore une fois, une innovation qui a maintenant déjà quelques années est un élément qui peut évidemment être extrêmement intéressant pour le fonctionnement, le fonctionnement de tous les jours. Je continue dans les exemples de Nausicaa. Nous sommes, et vous le savez, à la fois fournisseurs, nous avons des clients, nous avons une boutique, nous avons de la restauration. Travailler aujourd'hui sur vendre des produits qui soient des produits économiquement responsables, tous les magasins qui se respectent travaillent à cela. Essayez de travailler pour faire que le monde des peluches dont nous vendons, qui assure 50% du chiffre d'affaires de la boutique Nausicaa, ce sont les peluches. Travailler avec des chercheurs pour essayer de faire que ces peluches ne soient plus constituées comme elles l'étaient jusqu'alors avec des matériaux qui ne sont pas forcément les plus respectueux de l'environnement, avoir des approches qui font qu'on utilise le monde de la mer pour constituer des peluches, ce sont des travaux sur lesquels nous sommes aujourd'hui avec d'autres aquariums et qui vont nous permettre, je l'espère, un jour d'avoir finalement des peluches qui soient des vraies peluches que l'on puisse présenter comme étant compatibles avec la démarche qui est la nôtre de protection des océans. La restauration. La restauration, là encore, grâce au Blue Living Lab et au travail qui a été fait avec une entreprise qui d'ailleurs s'est installée maintenant sur le territoire, qui travaille sur les algues, l'entreprise Olala, puisqu'ils devaient être là, mais je crois qu'ils finalement ils ne peuvent pas venir. Eh bien, l'entreprise Olala, eh bien, nous avons choisi de travailler avec eux. Et de faire que dans les produits que nous présentons aux visiteurs de Nausicaa qui veulent déjeuner sur place, ils puissent trouver ces produits qui sont constitués à partir des algues pour remplacer, en l'occurrence dans les deux produits que nous avons, du saumon ou d'autres produits de la mer, de telle sorte que vous avez le sentiment que vous mangez ces produits de la mer tout en mangeant des produits à partir d'algues. L'ensemble de ces éléments montre combien, finalement, on peut aussi faire de l'innovation en changeant son approche, en changeant ses pratiques, en changeant son orientation. Nausicaa, me semble-t-il, doit être de ce point de vue
le plus exemplaire possible, même si je me méfie toujours de l'exemplarité. Mais cela étant, il se trouve que grâce au Blue Living Lab, on a beaucoup de contacts avec des porteurs de projets. Et le message que je voulais passer ce soir, c'est que chaque fois qu'on peut utiliser ces porteurs de projets pour nous aider, grâce à l'innovation, à modifier notre impact, à modifier notre fonctionnement, eh bien, nous allons pouvoir le faire. Et c'est, je crois, une manière aussi d'être dans l'innovation. Merci. Merci Christophe Sirug de cette présentation sur la catégorie justement tourisme. Alors je vais pas vous parler d'Ulysse, de l'Odyssée, mais si je vous dis les Alcyonides, eh bien oui, c'est presque ça. On va parler d'une catégorie mode et on va recevoir tout de suite Orlan Croé. Vous allez voir que c'est une marque, on va parler d'une marque de maillot de bain. On était dans le tourisme, c'est vrai qu'on a eu un été formidable. Et on va parler d'une marque de maillot de bain contemporain, mais aussi très élégant. Et vous allez voir que c'est surprenant, la fabrication de ces maillots de bain. Bonsoir. Oh. C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Alors on vient de parler de peluche, et bien moi je viens vous parler de maillots de bain. Alors, je suis Orlan Croé, je suis la fondatrice des Alcyonides, les maillots de bain qui nettoient les océans. Alors, je vais vous demander de faire un exercice qui va requérir un petit peu d'imagination, étant donné la saison dans laquelle on est. Alors, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Vous êtes sur votre plage préférée, vous allez au bord de mer, et là, vous voyez, au milieu de différents déchets, malheureusement, des filets de pêche. Et beaucoup de morceaux de filets de pêche. Et si je vous disais qu'à partir de ces déchets, on pouvait créer de la richesse. Malheureusement, cette société part d'un constat, un peu comme Romain, qui n'est pas très reluisant. Chaque année, ce sont 640 000 tonnes de filets qui sont perdus ou jetés dans les océans. Alors, chez les Alcyonides, on aime dire que le plastique, c'est pas chic. Parce que malheureusement, le constat environnemental de ces filets de pêche perdus dans les océans, ce sont des millions d'animaux marins qui sont blessés ou tués par ces filets chaque année. Alors je suis sûre que vous avez déjà dû en voir des oiseaux marins qui sont coincés dans les filets, ou des tortues, ou même des poissons. Ça vient de plusieurs raisons, et malheureusement aujourd'hui c'est un constat qu'on fait partout dans le monde, et c'est une ressource qu'on a partout dans le monde et qui n'est pas prête de s'épuiser. À tel point que la Fondation Ellen MacArthur a déclaré que d'ici à 2050, il y aurait probablement plus de plastique dans les océans que de poissons. Alors j'ai créé les Alcyonides, ce sont des maillots de bain qu'on fait à partir de filets de pêche, qu'on va aller récupérer dans les océans, puis les recycler. Alors on est une marque de mode qui s'inscrit dans une économie circulaire, puisqu'on va redonner vie, on va revaloriser des déchets, et on va les transformer dans un joli produit. L'idée c'était vraiment de créer une marque joyeuse et engagée, parce que pour moi l'écologie ça rime aussi avec l'heurosité, et j'avais envie de transmettre aussi ce sentiment-là quand on porte les maillots de bain. Donc vous verrez sur les images, j'ai porté une attention particulière aussi au design des produits. Donc le maillot de bain que vous voyez là, c'est 78% de filets de pêche recyclés. Aujourd'hui, nos maillots de bain, donc, ils sont fabriqués à partir de filets de pêche recyclés, mais ils sont aussi recyclables à l'infini. Donc la particularité du nylon, c'est le nylon qui compose le filet de pêche à la base, c'est qu'il est recyclé, mais qu'il est aussi recyclable à l'infini. Donc nos maillots de bain, ils peuvent avoir une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie, sans perte de qualité et sans perte des performances techniques de ce tissu. On a voulu ajouter à ça, en plus d'utiliser une matière recyclée, une production raisonnée. Parce que pour nous, ce n'est pas de pousser à la surconsommation, c'est vraiment d'avoir une consommation raisonnée. Donc on produit en petite quantité et on travaille avec un modèle de précommande. Donc on va vendre nos collections sur des plateformes de crowdfunding, de financement participatif, en amont. Comme ça, on sait déjà les quantités avant même de les produire. Et c'est ça l'intérêt de travailler avec le modèle des précommandes. Excusez-moi, j'ai un petit souci de slide. Voilà. On utilise aussi des packagings qui sont 100% recyclables, parce que l'idée derrière la marque, c'était pas seulement de faire des produits, de les faire bien, mais c'était aussi d'avoir un packaging qui était recyclable à l'infini. Et enfin, on est dans un modèle vraiment de circuit court. Donc nos maillots de bain, vous allez le voir, ils parcourent moins de 400 km de l'étape de recyclage des filets de pêche jusqu'à la livraison à notre entrepôt à Chambéry.
Notre mission, c'est de réconcilier éthique et esthétique et de prouver aux gens que la mode éco-responsable n'est pas du tout une mode ennuyeuse. Alors le deuxième constat duquel on est parti, qui est encore une fois pas particulièrement reluisant, au-delà de l'impact environnemental de la pollution des filets de pêche, c'est l'industrie textile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'industrie textile, c'est la deuxième industrie émettant le plus de gaz à effet de serre, juste derrière les hydrocarbures. Alors on peut se dire, le textile, la mode, c'est futile, c'est quelque chose qui n'a pas forcément d'intérêt d'un point de vue environnemental, pas du tout. C'est une catastrophe écologique. Le textile, j'en viens, j'y ai travaillé pendant 5 ans, et je vous l'assure. Donc aujourd'hui, un vêtement, quand vous le commandez sur Internet, il va parcourir 40 000 km en moyenne de l'étape de production jusqu'à la livraison chez vous. C'est-à-dire qu'il a fait un tour du monde avant d'arriver dans vos mains. Nos maillots de bain, ils en parcourent 100 fois moins. C'est-à-dire qu'ils font 400 km du recyclage du filet jusqu'à la livraison à notre entrepôt à Chambéry. Alors, l'intérêt d'utiliser ce nylon recyclé, donc qui provient des filets de pêche, c'est aussi qu'il nous permet de diminuer l'impact environnemental du nylon. Donc, il faut savoir que le nylon vierge, c'est issu de la pétrochimie. Le nylon recyclé, ça nous permet de diminuer l'impact environnemental de nos maillots de 90%. Donc comment on travaille? En fait, on travaille avec une association qui s'appelle Healthy Seas, qui va aller récupérer, grâce à ses plongeurs bénévoles, les filets de pêche dans les océans. Ces filets, ils vont ensuite être vendus à mon fournisseur de tissus, qui va faire le processus de régénération du nylon. C'est un processus un petit peu technique qui s'appelle la dépolymérisation et la repolymérisation. C'est-à-dire que le filet va être complètement purifié, désintégré, et il va retourner à l'état de polymère. C'est des petites billes. Et ces petites billes vont ensuite être refusionnées pour donner le tissu que vous avez ici sur la table comme illustration. Et enfin, nous, on réimagine et on donne une nouvelle vie à ce tissu-là dans des maillots de bain qui sont recyclés et recyclables. Alors, nos maillots de bain, ce qu'on ne voulait absolument pas sacrifier pour l'éco-responsabilité, c'était la performance. Parce que le maillot de bain, c'est un tissu technique, c'est un vêtement qui se porte dans des conditions sportives, dans des conditions d'eau de mer, d'eau chlorée, et donc qui va se désintégrer plus vite, s'abîmer plus vite. Donc nos maillots de bain, ils sont éco-responsables, mais ils sont aussi performants. C'est-à-dire qu'ils sont résistants au chlore, ils sont anti-UV, ils sont résistants aux crèmes solaires, et ils sont sculptants grâce à une fibre B-Stretch. Donc c'est-à-dire qu'en termes de performance, on est, sans vouloir me vanter, sur le top de la performance pour un maillot de bain. Je les ai testés moi-même, ça fait 4 étés que je les porte, la couleur ne bouge absolument pas. Donc pour résumer les Alcyonides, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu faire des beaux maillots, on a voulu les faire bien, et on a voulu les faire vraiment pas loin. Alors si j'ai un conseil à vous donner pour votre prochain achat de maillot de bain, c'est remplacer le jetable par du durable. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'on va passer à la table ronde. Je vais vous demander de vous asseoir au centre. Je vais appeler nos invités justement qui ont participé à cette présentation sur l'innovation. Christophe Sirugue. On va avoir aussi... voilà, ils sont là, ils sont un peu partout. Ils sont un peu dissipés. Non. Et puis Romain, voilà, installez-vous. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à leur poser, soit sur le tourisme, sur les maillots de bain, ou sur les microalgues, et bien d'autres choses. Est-ce que vous avez des questions? Ils sont timides. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a pu commencer avec... pardon. Non, tout le monde n'est pas timide. J'arrive tout de suite. Merci. Alors moi, la question, c'était concernant l'espèce de microalgue que vous utilisez. Du coup, on utilise la Chlorella vulgaris, donc qui est très connue dans le milieu des microalgues. Et pourquoi on utilise cette microalgue? Alors déjà, on a eu de la chance, parce que c'est une microalgue qui est très facile de trouver dans le commerce. Et en fait, il s'avère qu'on passe par un système breveté qui fait que en fait, la forme sphérique de la microalgue absorbe beaucoup plus les chocs que si jamais on utilisait par exemple de la spiruline qui est beaucoup plus fragile. D'accord, merci. Alors là, moi j'ai une question justement à poser à Maxime. On a pu voir votre présentation, Maxime, tout à l'heure sur la transformation, on va dire, de l'eau de mer en eau douce, grâce bien sûr à l'énergie solaire. Et puis, en allant sur votre site, vous êtes rentré en bourse très récemment. Pourquoi ?
Alors effectivement, on est rentré en bourse, peut-être revenir un peu sur l'historique qui nous a amené à rentrer en bourse à l'été 2023. Donc on est une entreprise qui a été créée en 2014 par 2 personnalités d'expérience dans le secteur de l'eau et des énergies renouvelables, avec donc cette vision de développer une solution qui permette d'approvisionner et de sécuriser un approvisionnement en eau durable pour des populations même qui n'auraient pas d'accès. Il y a eu concrètement, et je pense que là-dessus on partagera ça avec les différentes entreprises par rapport aux premières phases de développement, 2 ans de recherche et développement pour justement éprouver un système sur un marché qui est particulièrement conservateur et à raison. On ne veut pas empoisonner les populations avec des systèmes qui produisent une eau qui ne serait pas potable. Donc il y a eu 2014-2016 une première phase vraiment technique, 2016-2018 une phase ensuite d'expérimentation, de première démonstration sur le terrain, de justement aller faire ce pilote en Afrique du Sud, aller faire des pilotes à Abu Dhabi, à Bora Bora, différents contextes, différentes raisons derrière le besoin, mais donc éprouver, une première levée de fonds ensuite en 2019 pour commencer à commercialiser, prouver qu'effectivement ça répond à un besoin sur le marché également. Et enfin, le besoin de justement adresser ce besoin qu'on a souligné et la manière dont on peut y répondre avec des capitaux supplémentaires, donc l'entrée en bourse. Pourquoi l'entrée en bourse ? Il y avait plusieurs options pour aller lever des fonds pour une entreprise, vous le savez très bien. La bourse, en fait, finalement, on ne le sait pas forcément, mais elle est relativement accessible pour des petites entreprises à condition qu'elles soient suffisamment structurées. Et ensuite, elle offre aux dirigeants des entreprises une certaine liberté dans le fonctionnement de leur entreprise par rapport à des fonds de capital risque qui vont, eux, vouloir, en fonction des parts qu'ils prendront dans l'entreprise, vraiment s'immiscer dans la stratégie et la politique par rapport à la bourse qui jugera des performances à partir du cours de bourse directement. Donc voilà pourquoi ce choix. Ça, c'était au mois de juin, c'est ça ? C'est ça, c'était entre fin juin et début juillet. Alors c'est vrai que j'ai une autre question justement à Christophe Sirugue. Christophe Sirugue, vous savez que vous avez parlé de Nausicaa, vous avez parlé de beaucoup de choses qui concernent ces fameuses peluches, etc. Mais Nausicaa de demain, avec justement le changement climatique, si on regarde un peu les nouvelles constructions qu'il va y avoir, est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi avec le changement climatique ? Évidemment, d'abord parce que nous sommes proches de la mer, c'est le moins que l'on puisse dire, et que les constructions qui vont être à venir, puisque chacun le sait, nous avons à nouveau à finaliser le Grand Nausicaa, et donc à peu près 10 000 m² qui vont être réalisés sur les années 2026 et 2027. Il faut impérativement que ces constructions-là tiennent compte de l'élévation du niveau de la mer, qui est un élément aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer lorsqu'on réalise un équipement comme le nôtre ou d'ailleurs n'importe quelle construction. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une entreprise très consommatrice d'énergie. À l'évidence, tout un tas d'éléments qui existent dans plein d'endroits, la récupération de l'eau de pluie, les toitures terrasses, les éléments qui sont liés à la thalassothermie que j'évoquais tout à l'heure, tout ceci doit impérativement être pris en compte. Mais au-delà de ça, nous, on est conscients que le toujours plus ne peut pas être la stratégie d'un équipement comme Nausicaa. C'est-à-dire que la recherche à tout prix du maximum de visiteurs est pour nous, en tout cas, un modèle qui n'est pas le nôtre. On va essayer de stabiliser, je ne sais pas combien, on verra, mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire il faut qu'on assure une qualité de visite plutôt que de vouloir faire du visiteur pour faire du visiteur. Et ça aussi, ce sont des évolutions assez substantielles et on les a déclinées cet été dernier puisque pour la première fois depuis que Nausicaa existe, ça veut dire 32 ans, on s'est mis à ne plus vendre, à arrêter de vendre certains jours, tout simplement parce qu'on considérait que notre responsabilité, parce que derrière nos visiteurs, il y a de la voiture, puisque beaucoup de nos visiteurs viennent en voiture, de la circulation, du stationnement. Et donc cette prise de conscience-là, elle est impérative, en tout cas c'est le sentiment que nous avons dans la stratégie qu'on a définie. Je me retourne toujours vers le public, enfin là je suis derrière eux, donc je les surveille. Mais est-ce que vous avez des questions à poser justement à nos invités de ce soir sur les présentations ? Toujours pas, je me retourne, non. Alors c'est vrai que là, si, c'est à chaque fois que je dis non, qu'il y a quelqu'un qui lève son bras. Ah, c'est bizarre ça. Il y a un truc connectique, c'est de l'innovation aussi ça. Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'introduction en bourse. Je pense que si on est sensible, vous avez besoin d'être accompagné. Donc, est-ce que vous pouvez préciser sur quel marché vous êtes éventuellement ? Est-ce que ça peut... Bien sûr. Donc on est rentré sur le marché Euronext Growth, donc qui est dédié aux petites entreprises comme nous sommes encore, à Paris.
Et donc oui, concrètement, si vous voulez acheter des actions, c'est possible. Ce ne sera pas des générations d'actions, donc une augmentation de capital pour la société, mais ce sera des rachats à d'autres actionnaires actuellement. Une question à Quentin de BioCJ. C'est vrai qu'on vient de parler du changement climatique. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui pour certaines entreprises, parce qu'on l'a bien compris, vous êtes des conseillers par rapport au biomimétisme pour transformer des choses. On avait parlé au téléphone des bancs de sardines, justement pour le flux de certaines villes. Mais est-ce que vous travaillez sur les changements climatiques avec le biomimétisme ? Alors oui, tout à fait. C'est même la raison d'être de BioXJ, c'est travailler avec le vivant et pour le vivant. Alors effectivement, on travaille avec énormément d'entreprises, avec de domaines industriels complètement différents, surtout des industriels d'ailleurs, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, le BTP, la cosmétique, et ce en France comme en Europe. Et souvent, ces industries-là viennent vers nous dans un désir d'améliorer leur technologie et aussi et surtout de les rendre plus durables d'un point de vue énergétique, mais même d'un point de vue longévité dans le temps. Et donc on va utiliser toute l'ingéniosité du vivant pour répondre à ces problématiques-là. Alors bien sûr, les industries sont quand même soumises aux lois du marché, aux lois de la concurrence, où elles doivent réussir à trouver un avantage concurrentiel pour leur technologie. Donc souvent, elles veulent aussi augmenter les performances tout simplement de leur technologie. Prenons un exemple, par exemple, je sais pas, Airbus qui aimerait réussir à avoir des avions qui sont moins consommateurs d'énergie pour réduire leurs coûts, mais derrière, il y a aussi des bénéfices pour l'environnement. Voilà, c'est ça notre métier chez BioXJ. Avez-vous des questions ? Moi, j'ai une question pour Orlan. Il existe en France un producteur de nylon, Filet Fab. Vous êtes allé chercher le produit en Italie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Alors donc moi, à la base, je viens pas du tout de la partie conception dans le textile. Donc j'ai fait toute ma carrière dans le marketing. Et quand j'ai lancé ma société, en fait, l'idée principale, c'était, je suis arrivée chercher des fournisseurs avec un cahier des charges, avec une envie de faire mieux que ce qui était fait actuellement dans la mode. Pour vous expliquer un petit peu, donc moi, je faisais notamment tout ce qui était marketing des outlets, donc tout ce qui est, pour ne pas les nommer, Vallée Village, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que d'un système plus vertueux qu'on avait essayé de mettre en place, donc pour éviter la destruction de stock, on en arrivait à produire exprès pour ces systèmes-là. Et je me suis dit, en fait, cette industrie, ça va être très difficile de la changer de l'intérieur. Il va falloir que l'innovation vienne de petites entreprises, ce qui est souvent le cas dans les industries en général. Et donc, je suis arrivée en fait avec un cahier des charges et je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Je savais l'impact que je ne voulais pas avoir, mais je ne savais pas quoi chercher. Et en fait, dans cette société, j'ai un associé qui, lui, est italien, qui est sur la partie production de la boîte, et en fait connaissait ce fournisseur-là. Je lui ai expliqué mon projet, je lui ai expliqué l'impact que je ne voulais pas avoir et ce que je cherchais à faire. Et il m'a dit, attends, on connaît quelqu'un, ils ont commencé à faire ça, c'est une qualité incroyable. Et donc, je me suis tournée tout de suite vers eux parce que ce qui est important aussi dans le textile, c'est ce qu'on appelle la fast to market. C'est être le plus rapide possible sur le marché, ce qui est souvent le cas dans les nouvelles innovations. Et donc, j'avais assez peu de temps à perdre. J'ai trouvé cette innovation, je me suis dit, c'est parfait. J'avais un fournisseur qui était juste à côté pour réaliser les maillots de bain. Et du coup, ça me permettait aussi de conserver une chaîne de production en circuit court extrêmement réduit par rapport à ce que fait l'industrie aujourd'hui. Avez-vous d'autres questions à poser à nos intervenants ? Ah. Je vais continuer sur le même thème avec les maillots de bain. J'ai trouvé la présentation géniale. Franchement, le projet est super, bravo. Ça donne envie. J'aimerais bien en acheter un. Du coup, c'est quoi le plan de développement des nouveaux produits ? Merci, c'est gentil. Alors, c'est assez divers. En fait, les applications du nylon recyclé ont beaucoup d'applications en termes de produits, notamment dans tout ce qui est sport en général. Donc, ça peut être des leggings, ça peut être des t-shirts, parce qu'il y a des propriétés en fait techniques du tissu, notamment en termes de rétention de la chaleur, diminution de la chaleur, résistance aux UV. Donc, il y a beaucoup d'applications dans le domaine sportif. Aujourd'hui, moi, je me concentre sur le maillot de bain féminin. On m'a souvent demandé pourquoi pas les hommes, pourquoi pas les enfants, pourquoi pas... Aujourd'hui, se lancer, je suis seule dans la société, donc j'ai mon associé, mais
qui est un associé fantôme, c'est-à-dire qu'il a mis au capital, mais il n'a pas de rôle managérial dans la société. Aujourd'hui, moi, je fais tout toute seule, avec mes économies, avec l'argent que j'ai pu lever auprès des banques. Mais c'est vrai que lancer toute une nouvelle catégorie de produits, ça coûte extrêmement cher. Et surtout, il y a un énorme budget à prévoir dans le domaine du textile, sur le marketing et sur l'acquisition client. Et donc aujourd'hui, je préfère me concentrer sur un produit qui est plutôt niche, en effet, mais gagner mes lettres de noblesse sur ce produit-là, avant de développer d'autres catégories où les gens diront « Ah ouais, je connais les actionides parce que j'ai ce maillot-là, c'est top. » Ils ont lancé la gamme sport, le legging, et donc je crois déjà dans le produit. Une autre question ? Bioteos, c'est vrai que tout à l'heure, vous nous avez présenté justement ce recyclage d'air pur, on va dire, on peut dire comme ça. C'est une innovation incroyable, mais je pense qu'il y aura d'autres innovations justement à votre carnet, parce que peut-être qu'un jour, chez le particulier, là je parle du particulier, pas des entreprises, on pourra recharger nous-mêmes ou cultiver la microalgue. Alors avant que ce soit possible, il faut qu'on ait un modèle un peu à la Nescafé où on puisse changer les algues très facilement. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, donc on passe par des cuves. En fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est des cuves bleues sur lesquelles on vient plugger notre technologie qui est à la verticale. D'ailleurs, je peux vous le montrer directement, ce sera plus parlant. Donc là, ce que vous voyez en fait ici, c'est notre système breveté où justement en fait on passe par ici en fait un système qui va mettre en relation les polluants de l'air avec les microalgues, la cuve qui est ici où les microalgues sont cultivées, et ensuite on ressort l'air par ici et par ici par un traitement UVC. Et donc pour miniaturiser ce système au point d'aller chez le particulier, on a encore pas mal de R&D. On en parlait tout à l'heure, la R&D ça prend du temps, ça prend beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de fonds. Et donc aujourd'hui, on se concentre principalement sur les entreprises avec deux produits, une gamme de 2 produits de différentes tailles. Mais derrière, on a plus tendance à se tourner vers le côté industriel, notamment pour la seconde phase du projet, qui est la phase où on va pouvoir purifier les eaux usées issues de brasserie, ainsi que le CO2 issu de la fermentation de la bière, pour en faire de la protéine végétale. Je vais parler des maillots de bain, parce que c'est vrai que les maillots de bain, tout à l'heure, je vous invite à les toucher tout à l'heure, parce qu'ils sont très doux. C'est incroyable, parce qu'on se dit, un filet de pêche, ça donne une douceur pareille. Votre filière, vous en avez parlé tout à l'heure. Pourquoi l'Italie ? Parce qu'en France, on ne sait pas du tout recycler les filets ? Alors en France, donc, comme j'ai expliqué à la personne qui m'a posé la question tout à l'heure, moi quand je me suis lancée, j'avais déjà ce contact-là. Et donc ce qui était important pour moi, c'était aussi la speed to market, et donc être une des plus rapides possibles à lancer le projet, parce que ça commençait à se développer un petit peu sur d'autres marchés que la France. Et je me suis dit, si on ne se lance pas maintenant, dans 6 mois, ça ne sera plus la même chose. On n'aura plus la même nouveauté et cet attrait-là. Après l'Italie, l'intérêt, c'était aussi que j'avais donc le fournisseur de tissus qui a développé cette innovation, qui est basée en Italie, à Bergame. Et j'avais mon fournisseur de maillots, donc qui fait la confection. Moi, je fais le design, lui fait la réalisation, qui est à Milan. Bergame-Milan, c'est 50-60 km. Donc, c'est vraiment juste à côté. Et notre entrepôt de logistique, toujours par rapport au contact que nous, on avait déjà dans nos premières vies professionnelles, c'était à Chambéry. Donc, on est vraiment sur plus proche, c'est difficilement faisable. Et donc, même si peut-être ça existait en France, j'en ai pas entendu parler, peut-être que ça existe. Mais du coup, ça ferait revenir le tissu jusqu'en Italie, là où je fais la confection. Ça avait plus de sens. Je sais que les gens sont très, très portés sur le Made in France, mais au final, c'est vraiment la transparence et la logique qui a été appliquée à la chaîne de production. On peut faire du Made in Espagne, on peut faire du Made in Portugal de façon très bien. Ce qui est important, c'est de penser en fait le modèle à 360. Et ça passe notamment, comme je disais tout à l'heure, par les packaging que j'ai développés qui sont aussi 100% recyclables. Pour moi, c'est plus la cohérence que à tout prix vouloir faire du Made in quelque part. Voilà. Est-ce que vous êtes approché par des grandes entreprises, justement, parce que quand vous faites quelque chose comme ça, bien sûr que vous avez déposé un brevet, justement, de création, mais est-ce que des entreprises, pour ne pas les nommer, mais des entreprises de sport, des magasins de sport, est-ce qu'ils vous approchent pour, par exemple, mettre vos maillots en rayon, pourquoi pas ? Alors ça, pour l'instant, pas encore. Donc, nous, on est une jeune entreprise, ça fait 3 ans qu'on existe.
Je pense par exemple Decathlon, je sais qu'ils commencent à intégrer des modèles recyclés. Après, c'est pas la même chose dans le sens où la production n'est pas faite forcément en Europe, voire rarement. Donc en fait, eux, ils vont aller chercher la matière première, mais voilà, c'est juste pour dire c'est de la fibre recyclée. Ils vont pas forcément aller chercher toute la réflexion derrière la chaîne de production à 360. Et c'est encore plus difficile pour une entreprise d'ailleurs qui est déjà implémentée, qui a déjà ses chaînes de production depuis très longtemps, de passer sur un business model vraiment durable et écologique. Ça veut dire revoir l'intégralité de la chaîne, et ça coûte très très cher pour les entreprises. Donc ils vont préférer prendre le tissu et pas forcément revoir l'intégralité du process. Là, c'est une question globale. C'est une question pour chacun. Vous allez répondre chacun à votre tour. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées justement dans votre développement ? Je vais commencer du coup. Alors moi, je me suis lancée, en fait j'ai fait toute ma carrière à Londres, donc je suis rentrée en France et j'ai lancé ma société. Et au début j'étais toute seule dans mon salon. Et je pense que quand on parle du dirigeant isolé, c'est pas un mythe. C'est au début on ne sait pas en fait les ressources qu'on a à notre disposition. Et donc, c'est super important de se faire accompagner au tout début du développement de la société. Moi, je me suis fait accompagner par Itera, qui est un incubateur des Hauts-de-France basé à Compiègne. Et sans eux, je ne pouvais pas aller chercher de financement, je ne pouvais pas avoir de contact en termes de tout ce qui est de département légal, comptabilité, des choses d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément les plus glamour, mais qu'on est obligé d'avoir pour nous à nos côtés. Et je pense que c'était vraiment ça, c'était d'être tout de suite entourée, parce que moi je suis un petit peu un solopreneur dans le sens où j'ai un associé mais qui a un travail à temps plein, et donc je dois sans cesse brainstormer avec moi-même et retrouver de l'énergie et des idées pour continuer à développer la société. Voilà. Donc c'était plus, je pense, se faire accompagner. Peut-être que je peux continuer sur cette question-là. Pour nous, l'enjeu a été double. D'abord, ça a été de prouver que le biomimétisme pouvait être pertinent pour les différents industriels avec lesquels on travaille, et ensuite de prouver que Bioxégie était aussi capable de répondre à ces enjeux. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que le biomimétisme en France est naissant. C'est-à-dire qu'il n'a même pas 5-10 ans, là où dans d'autres pays, notamment en Allemagne, ça fait déjà plus de 20 ans que le biomimétisme est utilisé. Et cette méthode d'innovation est utilisée tant dans le domaine académique que dans le domaine privé. Et aujourd'hui, on est en train de complètement se faire doubler par des pays comme l'Allemagne, voire des pays asiatiques qui ont bien compris l'intérêt du biomimétisme, et où on voit un nombre de recherches scientifiques exploser ces 20 dernières années. Donc notre première difficulté, c'est ça, c'est de convaincre au jour le jour que cette méthode d'innovation est intéressante pour les industriels. Et ensuite, on a dû prouver aussi que Bioxégie a les reins pour répondre à ces enjeux-là. Mais là, je ne me fais pas du tout de soucis parce qu'on a... J'ai faim. Un petit sushi, ouais. Je me fais pas du tout de soucis parce qu'on a Sidney Rostand et Simon Demi-Donard qui ont créé cette entreprise, qui sont extrêmement compétents. Et on a su s'entourer d'ingénieurs qui viennent de grandes écoles, qui sont passionnés par le biomimétisme et qui sont extrêmement compétents. Et au jour le jour, on gagne en crédibilité face à des industriels qui ont parfois 40 années de métier, malgré notre jeunesse, parce qu'on a peut-être 25 ou 26 ans de moyenne. Ce qui n'empêche qu'on arrive à convaincre des experts qui travaillent sur l'aérodynamique depuis 40 ans, parce que le biomimétisme est pertinent pour eux et parce que Bioxégie arrive à être crédible. Moi j'y vais. Alors les grosses difficultés qu'on a pu avoir chez Bioteos, c'était surtout sur la partie technologie. En fait, on a adapté un système qui existe dans le milieu industriel, et on a réduit ça à quelque chose qui tient dans 2,30 m de haut, 80 cm de large. Donc c'était un gros challenge pour nous. Et en plus de ça, de mettre des microalgues en fait à l'intérieur. Parce que, en fait, si vous voulez, on a un process breveté qui est complètement différent de la concurrence. La concurrence utilise un système de bullage où on va faire venir buller de l'air dans de l'eau. Et donc, c'est en faisant buller de l'air dans de l'eau que les bulles en fait, vont échanger les polluants avec l'eau. Le problème de ça, c'est qu'on utilise des compresseurs, c'est très énergivore, et niveau rendement, c'est pas terrible. Donc du coup, nous, on a innové autrement. On s'est dit, au lieu d'envoyer l'air dans l'eau, pourquoi pas envoyer l'eau dans l'air ? Et donc c'est de là que tout est parti.
Et on a fait beaucoup de prototypage. On sortait d'école d'ingénieur avec mon associé. On n'avait pas forcément énormément de moyens, mais on a fait beaucoup de prototypes qui ne ressemblaient pas à grand-chose à l'époque. Mais ça nous a permis donc, de faire toute cette phase de R&D. Et au final, donc, tout à l'heure, on parlait de 2 ans de R&D. Nous, ça a plutôt été 4 ans de R&D. 2 ans avant la création, 2 ans après la création, avant d'arriver à un produit concret qu'on a pu mettre en place, qu'on a fait certifier pour le tester. De notre côté, en fait, il n'y a pas vraiment une difficulté, une seule et unique. Disons que je parlais tout à l'heure de 4 grandes phases de développement, donc la R&D, la démonstration technique, démonstration commerciale et le changement d'échelle. Concrètement, chacune de ces 4 étapes avait un défi qui était en fait assez différent. Il y avait ce besoin forcément de s'adapter à la croissance de la structure et heureusement finalement on a réussi à croître pour arriver aujourd'hui à adresser les problématiques qu'on travaille. Concrètement sur la phase de R&D, la problématique pour c'est effectivement se donner le temps, en fait avoir les capacités financières de se donner le temps de faire bien et faire malgré tout une solution qui apportera quelque chose de nouveau, d'innovant et qui trouvera sa place sur le marché. Donc ça, grâce au rein suffisamment solide financièrement des fondateurs, ça nous a permis d'avoir ces 2 ans sereins pour dire d'accord, on a un produit qui est suffisamment fonctionnel, un prototype et des premiers démonstrateurs en usine, en atelier. C'est plutôt l'esprit garage à ce moment-là que vraiment l'usine qu'on a aujourd'hui, mais vraiment quelque chose qui fonctionne. Ensuite, sur cette phase de démonstrateur, on va pas payer nous-mêmes un élément de démonstration, donc c'est vraiment aller répondre à des appels à projets innovants et vraiment faire un peu feu de tout bois, aller être extrêmement agile pour travailler sur des projets qui soient à la fois agricoles, qui soient à la fois pour des populations isolées ou pour répondre à des problématiques d'hôtels dans une région où il y aura des problématiques touristiques d'accès à l'eau. Sur la phase de développement commercial, c'est en fait de dire ok, quel sillon on veut creuser. On sait que ça peut répondre à des problématiques qui sont oui, celles des communautés, mais est-ce que les communautés ont les capacités financières à aller acheter des systèmes comme ceux-là ? Est-ce qu'on peut se dire, d'accord, on va travailler avec les hôtels, mais les hôtels, c'est extrêmement diffus comme marché, comment est-ce qu'on peut les prospecter ? Ensuite, si on choisit d'aller travailler le secteur minier, qui est un énorme consommateur d'eau, comment on fait son nid dans ce marché qui est extrêmement fermé, extrêmement opaque quand on n'est pas établi dans le secteur ? Donc c'est un peu toutes ces questions qui étaient particulièrement difficiles à répondre parce que on avait toutes les portes ouvertes et il fallait choisir lesquelles on voulait fermer pour ne pas les adresser. Et c'est vraiment voilà, à l'usage, au temps, à l'expérience, à se prendre des portes justement quand on fait face à un certain nombre d'échecs qui font qu'aujourd'hui on sait qu'on travaille sur tel et tel marché. Et aujourd'hui, sur le changement d'échelle, c'est vraiment réussir à accélérer, réussir à justement cette vitesse d'accéder au marché, de dire d'accord, on sait qu'il y a une problématique sur l'Égypte par exemple, comment est-ce qu'on va aller faire valoir nos propositions sur le marché égyptien pour apporter quelque chose de supplémentaire par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché. On connaît notre proposition de valeur, on sait qu'elle est suffisamment différenciante pour faire le trou sur le marché, mais ensuite il y a des canaux à explorer et qui sont la problématique d'aujourd'hui, faire aligner depuis la production jusqu'au marché l'intégralité du fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà, un ensemble de problématiques par rapport à la croissance de la structure plutôt qu'une seule et même unique problématique. Et il faut reconnaître quand même un écosystème français de soutien au développement d'entreprises qui est particulièrement performant. Je ne sais pas si vous avez pu en bénéficier aussi, mais que ce soit nous, on est en région centre, il y a eu des soutiens à l'amorçage, ensuite des appuis de la BPI sur l'export, des appuis sur les services français de la Direction Générale du Trésor, etc. Je ne vais pas tous les nommer, mais on a quand même été très bien accompagnés et forcément c'est aussi un des facteurs de succès. C'est vrai que je rejoins ça. En France, on a la chance d'avoir beaucoup de systèmes d'argent, de financer des projets de R&D, de financer des débuts de projets. Et ça, c'est sûr que c'était vraiment très utile pour nous pour commencer. Ouais. Christophe Sirugue, c'est vrai qu'on parle de tourisme, mais il y a aussi des institutions, des sociétés qui aident le tourisme dans l'innovation. Ouais. Je réfléchissais à la réponse parce qu'évidemment, dans le modèle que j'ai choisi de présenter, on est moins dans un apport de R&D que plus dans l'appropriation de la culture du changement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental quand vous avez un navire comme Nausicaa qui réussit, par ailleurs, je rappelle que c'est un établissement qui réussit plutôt bien, arriver à faire prendre conscience aux actionnaires de Nausicaa
comme au personnel d'ailleurs, que bien que les choses aillent bien, il y a des évolutions aujourd'hui dans la société qui sont telles que si vous ne les prenez pas en compte, vous allez finalement vers le risque d'échouage. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à réaliser. Si aujourd'hui, on n'entend pas que la prise en compte du bien-être animal, ce que l'on fait ici depuis 32 ans, je n'ai pas de problème avec ça, sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un élément extrêmement prégnant du débat public. Et si vous l'ignorez, si vous acceptez de faire l'impasse de cette réflexion-là, vous prenez un risque énorme par rapport à un établissement comme le nôtre. Si vous n'intégrez pas que le tourisme de masse ou le tourisme avec les conséquences qu'il a peuvent être un frein à votre développement, alors vous prenez le risque de porter atteinte à l'activité qui est la vôtre. Et cette culture du changement dans un établissement qui réussit, qui depuis 32 ans maintenant tire une partie du territoire en termes de développement touristique, on n'est pas les seuls, mais ils participent, ça c'est une vraie difficulté. Je pense que la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée depuis 3 ans que je dirige cet établissement, eh bien c'est ça, c'est cette culture du changement pour la faire comprendre, plutôt que de l'imposer, pour la faire comprendre, même si j'ai le sentiment qu'on chemine. Voilà, pour conclure cette soirée, on va demander à Jimmy Ledrin de nous rejoindre. Il va justement conclure. Il va nous montrer aussi la richesse ici à Boulogne-sur-Mer, qu'on peut accueillir des entreprises. C'est vraiment un berceau incroyable parce qu'on a des structures incroyables. Ici, on va juste se mettre derrière nos invités. Et c'est vrai que cette richesse, vous allez nous la présenter. Alors, bonsoir à tous. Bien évidemment, c'est une chance pour notre territoire d'avoir un tel rendez-vous, puisqu'aujourd'hui, ça nous permet de rencontrer diverses personnes avec divers projets, des projets d'avenir, et Christophe le disait aussi tout à l'heure. Je pense que tous ces rendez-vous devraient nous permettre de modeler notre territoire pour être dans une logique beaucoup plus vertueuse dans l'avenir, en prenant en compte le changement climatique. Mais surtout, je voudrais rappeler que ce rendez-vous-là aussi se fait dans le cadre du Festival de l'innovation. Donc en tout cas, avec beaucoup d'humilité, je vous demanderai d'applaudir les équipes qui permettent que cela se fasse sur notre territoire, en tout cas. Alors ce festival, justement, parlons-en, parce que c'est pas qu'aujourd'hui, c'est tout ce week-end, ça se passe dans différents domaines. On peut retrouver ça sur le site justement de Mairie Littorale, ce festival Mairie Littorale. On peut le retrouver sur le site de Nausicaa aussi, il y a un relais, et on peut participer à ces différentes animations. Je crois qu'il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire oui, il faut s'inscrire. Mais on peut participer à différentes animations. Aujourd'hui, Boulogne est très riche en innovation. Quelques innovations à Boulogne. Alors, quelques innovations à Boulogne. Il y en a énormément, mais si je peux citer, nous avons le réseau de chauffe à Boulogne. Nous avons une innovation qui n'est pas vraiment une innovation, mais c'est une ingénierie qu'on apporte sur le territoire. Comme vous avez pu le voir, à l'Éperon, cette année, nous avons pu installer des bassins de rétention qui vont nous permettre de casser une logique qui était assez problématique. En fait, quand vous avez de l'eau de pluie qui part à la station d'épuration et qui était traitée 3 fois, aujourd'hui, avec ces nouveaux bassins de rétention, cette eau de pluie sera traitée plus qu'une fois. Donc, en fait, on entre dans cette logique vertueuse et ces bassins de rétention vont nous permettre aussi d'améliorer la qualité des eaux de baignade. Eh bien, écoutez, merci de cette intervention. Je pense qu'on va se rejoindre un jour, hein. On va bientôt se revoir. Merci beaucoup à nos invités de nous avoir accompagnés. On a passé une excellente soirée. Je vous laisse reprendre votre place. On va passer un petit moment de convivialité. On vous invite à passer un moment de convivialité avec nous. Et puis rendez-vous, vous savez qu'à Nausicaa, il se passe toujours quelque chose. On vous donne rendez-vous le 15 décembre. N'oubliez pas que le 25 décembre, c'est Noël. Personne ne le sait, mais ça, c'est une info. Donc le 15 décembre, il y aura ici une dame qui va venir nous raconter son expérience sur la mer sous une forme théâtrale. Il suffit de s'inscrire sur le site de Nausicaa. Je pense que les places vont être mises en route, je pense, lundi. Et voilà, il suffira de s'inscrire. Le 15 décembre, vous allez pouvoir rencontrer cette femme qui va nous parler de l'océan, mais à sa manière, sous forme théâtrale. Voilà, il me reste qu'au nom de tout l'équipage de Nausicaa de vous souhaiter une excellente soirée. À bientôt, merci.